3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Olivier Béfi est avec nous, gérant, chef économiste chez Boussard et Gavaudan et président fondateur de l'association L'Éco-Avenir. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rosier de nous accompagner. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Et à vos côtés, nous retrouvons également Laurent Dédier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Directeur général délégué chez Autingre Banque Privée. On a décidé collectivement qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur la situation de tension majeure quand même entre l'Inde et le Pakistan. Donc je réitère ma proposition, on en a parlé ensemble avant, mais bon, c'est quand même deux puissances nucléaires. Alors les escarmouches sont assez régulières, mais là il y a quand même une petite tension avec l'idée potentielle d'une escalade. Le seul constat qu'on peut dresser, c'est que ça ne fait pas réagir les marchés, à commencer par les marchés concernés en Inde notamment. Ça a même monté. Ça a même monté, ouais. Donc, Bon. même en Asie, donc pas de... Peut-être parce que c'est des deux puissances nucléaires. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que le marché n'a pas réagi. Ça aurait été plus inquiétant si ça avait été deux belligérants de nature différente, mais là, le marché, effectivement, passe largement dessus. Bon, on suivra ça, on garde toujours un œil quand même quand deux puissances nucléaires effectivement s'affrontent sur la partie du Cachemire, en l'occurrence, entre eux. Gardez la parole, Frédéric. Revenons-en aux affaires plus traditionnelles des marchés, les questions tarifaires notamment, avec la perspective. Alors, je ne sais pas trop comment le qualifier, parce que c'est vrai que la communication de la Maison-Blanche a encore été particulièrement erratique ces dernières heures. Donald Trump nous dit qu'il ne veut pas signer de deal, mais qu'il va quand même signer des deals, que ne pas faire de commerce avec la Chine n'est pas un problème pour les États-Unis et qu'au contraire, ça leur fait gagner beaucoup d'argent. L'idée et en même temps, Scott Bessent nous dit c'est pas encore des négociations, mais on envoie quand même le secrétaire du Trésor en Suisse et on fait venir le vice-premier ministre chinois également. C'est-à-dire, on n'envoie pas ces gens-là pour rien, j'imagine, quand même, Frédéric. Non, au moins ils se parlent. C'est déjà ça, mais il a tort de penser effectivement que les entreprises américaines sont bien au-delà de cette problématique. Il n'y a qu'à voir les publications qu'on a eues. Ouais. Jamais un mot comme barrière douanière n'a été autant cité. 90% des entreprises qui ont parlé de ça dans leurs publications. Qui sont les 10 autres pour ça? Oui, des valeurs domestiques, mais lorsqu'on voit l'impact, par exemple, donné par notamment les entreprises de la consommation, quand des Procter vous disent il y a un impact peut-être jusqu'à 1,5 milliard, Mondelez, Coca, bref, toutes les entreprises ont clairement dit il va avoir un impact là-dessus, et même le consommateur américain est en train de changer sa façon de dépenser. Donc, et on sait il y a toujours un effet un peu retard sur ce genre de nouvelles, mais on commence à percevoir les premières modifications, en tout cas pour les entreprises, les premiers signes quand même que les consommateurs américains sont en train de changer. General Mills par exemple qui nous explique qu'on consomme différemment, on sort moins, on se restaure plus à domicile, des choses comme ça qui sont observables, qui sont déjà observables et qui vont s'accélérer dans le temps. Donc oui, il y aura des conséquences. Il a tort de négliger l'impact que ça peut avoir sur l'économie américaine. Bon, et donc c'est cette prise de contact en Suisse ce week-end, et comment est-ce qu'il faut la prendre? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, j'imagine, quand même, et il va bien falloir délivrer quelque chose, au moins en termes de communication. Est-ce qu'une communication peut suffire, ou est-ce qu'on est déjà à un stade où il en faut plus pour que le marché continue de payer l'idée d'une désescalade? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'a pas déjà acheté un petit peu le fait qu'on allait trouver un accord? Parce que lorsqu'on regarde un peu l'évolution du marché, c'est vrai que les valeurs les plus sensibles, notamment sur la supply chain, ont sous-performé. Supply chain basées en Chine ont surperformé sur la phase de rebond, mais il y a quand même une phase, notamment sur les valeurs techno, de quasiment de 26% de hausse, sur le point bas qu'on a eu début avril. Donc la question, c'est est-ce que le marché n'a pas déjà anticipé ou relativisé quelque part les déclarations de Trump en disant de toute façon, quoi qu'il arrive, on va trouver un accord. Donc là, c'est un peu toujours le même sujet, c'est est-ce qu'il ne faudra pas peut-être même vendre la nouvelle si elle arrive, en tout cas peut-être participer à la dernière hausse qu'on va avoir, mais et à attendre l'impact final qu'on aura sur l'économie américaine, mais le marché a peut-être déjà anticipé quand même le fait qu'on allait avoir un accord. Mais le marché attend quelque chose dès ce week-end là? Enfin, je veux dire, ce rebond de 2-3 semaines là, je crois qu'avec Trump, on ne s'attend plus à rien. C'est un peu le truc, c'est qu'au départ, on surréagit sur chaque tweet. Mais vous avez remarqué, on réagit de moins en moins. On s'est un peu désensibilisé. C'est un peu la règle là-dessus.
ça tweet, mais ça tweet un peu dans le vent. Dire tout et son contraire dans la même phrase toutes les heures. Je pense qu'on s'habitue. C'est comme les conflits, hein, malheureusement, les marchés s'habituent et la communication de Trump, on s'habitue et on est plutôt dans une perspective où il y aura quelque part un accord, peut-être pas favorable, peut-être avec un impact sur l'économie, mais il y aura un accord au bout du compte. Ouais. Bon. Poursuivre le sujet avec vous, Laurent, comment est-ce que vous prenez effectivement ce rendez-vous suisse entre la Chine et les États-Unis? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose à attendre de cette prise de contact et comment le marché est positionné par rapport à ça, et dans le rapport de force entre les États-Unis et la Chine sur cette question tarifaire, en l'occurrence, qui a la main là aujourd'hui, selon vous? Je pense qu'il faut regarder aussi la problématique avec un angle un petit peu différent. Et le marché se rend compte que l'administration Trump, même si elle est très vocale sur la volonté d'avoir des tarifs et peut-être un accord favorable vis-à-vis de la Chine ou d'autres partenaires, le marché s'est rendu compte qu'il y avait une force de rappel énorme sur la sensibilité taux, et particulièrement le 10 ans américain, face à cette dette colossale que les États-Unis ont accumulée depuis un certain nombre de décennies. Et il se dit aujourd'hui, je pense, le marché, que cette administration ne peut pas faire n'importe quoi, parce que les fonds de type alternatif, des fonds spéculatifs, ou ne serait-ce que les acheteurs internationaux, peuvent à un moment dire « Ok, on n'est pas d'accord, 4,50, 4,70, et là on rentre dans la zone un peu orange, voire rouge, et à 5, tout s'arrête. » Et donc le marché croit, je pense aujourd'hui, qu'il peut y avoir, entre guillemets, une espèce de désescalade très progressive. Alors, quel est le chemin de la désescalade? J'en ai aucune idée. Est-ce que le calendrier des 90 jours va être respecté? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on attend quelque chose ce week-end? J'espère pas. En revanche, ce que je regarde quand même de manière plus froide, c'est d'essayer d'avoir des sentiments sur les indicateurs durs, sur ce que nous disent les entreprises, ce que nous disent les consommateurs, quid de la conso, quid du capex. Je vois quand même qu'aujourd'hui, on est en train tout doucement un peu de ralentir. Et donc, si je regarde les marchés financiers dans une approche couple rendement-risque, on est beaucoup remonté. Est-ce qu'il reste de l'upside? Oui. Oui, s'il y a un accord. Oui, si la Fed, à un moment, participe à la fête. Ce serait très dangereux si on avait un message. Mais le discours peut peut-être aider à alimenter une jambe de hausse supérieure. En revanche, si on regarde les indicateurs de manière froide, la volonté d'investir des entreprises, le sentiment du consommateur, là, on se dit que le risk-reward, il est peut-être 5, 6, 7% à la hausse pour un scénario baissier qui peut largement dépasser le double digit, donc des 10 plus de baisse. Donc ma recommandation aujourd'hui, sachant qu'on va passer dans une phase un petit peu moins dynamique de communication des entreprises, la période des publications va bientôt s'arrêter, et donc on va se retrouver face au miroir macro et géopolitique. C'est jamais des super favorables. Je ne parle même pas de l'effet sell-in May. Ça, c'est technique, c'est psychologique, peu importe. Ça n'a pas tellement peut-être prendre un peu d'argent des investissements pour désinvestir et donc retirer de l'argent des marchés equity pour faire d'autres choses ou faire du cash. Vu la physionomie, ça me semblerait peut-être un peu opportun à court terme. Plutôt profiter effectivement de ce rebond pour se réalléger un peu, pour ceux qui se trouvent encore un peu trop exposés. C'est ça. Le S&P a, en 2-3 semaines, effacé le choc de Liberation Day, mais ce choc-là, il est encore à venir pour l'économie réelle, pour les agents économiques, pour les entreprises. Aujourd'hui, sans aucune visibilité. Alors, le marché déteste l'incertitude, mais corporate n'aime pas, et les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez des patrons, ils ont une vision de long terme qui est assez constructrice. En revanche, ils ont du mal à se projeter sur l'année, parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent protéger la marge, s'ils peuvent investir plus vite, OPEX, CAPEX, embaucher, réduire la voilure. Et donc, on sent qu'il y a un flottement. Vous preniez l'exemple ce matin de Legrand, qui a fait une super publication, très au-dessus, elle va être commentée tout à l'heure, au-dessus du consensus. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils nous ont donné une espèce de guidance sur le coût des tarifs, avec une tarification des droits douaniers sino-américaines entre 50 et 60%. Est-ce qu'on sera à 30 ou 90 ? J'ai envie de dire, la balle est en l'air et on verra de quel côté elle va retomber, cette pièce, ou cette balle. Il s'appuie sur les hypothèses un peu des institutions internationales et du FMI notamment. C'est ce qu'expliquera le directeur financier que vous entendrez tout à l'heure. Mais on a tourné l'interview hier pour être tout à fait transparent. C'est ce qu'il explique, effectivement. C'est un scénario central qui implique un coût de
de 150-200 millions d'euros sur Exactement. le bénéfice annuel de Legrand. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, je dévoile un petit peu, mais ça montre l'agilité des entreprises. C'est-à-dire que le discours, c'est de dire, bon, une boîte comme Legrand, on importe 50% de ce qu'on vend aux États-Unis. Donc voilà, le coût de 150-200 millions. 70-80% va être réglé par une hausse de prix. 1 à 2% sur le produit final Legrand vendu aux États-Unis. Un peu d'ajustement dans la supply chain. On fera peut-être un peu plus au Mexique, sous couverture du trade deal USMCA, etc. En revanche, pas question à ce stade de modifier structurellement notre empreinte industrielle. Et le patron de Legrand le disait très bien ce matin, mettre des sites et des capacités supplémentaires aux États-Unis, ils sont à 4% de chômage. Qui va venir faire tourner nos usines aux États-Unis ? Exactement. Et ce qui est intéressant de cette période, c'est qu'une fois encore, alors peut-être que le marché avait été conservateur, le marché a été choqué par Liberation Day. Derrière, il y a eu cette dislocation quelques jours après. Aussi, on se souvient tous, un lundi, il y avait des titres qui baissaient à moins 10, moins 15, moins 25, pour même citer quelques boîtes que j'avais en tête dans la défense allemande. Donc c'était n'importe quoi, dislocation de marché. Derrière, on reprend nos esprits, on a été un peu chaossonné. Aujourd'hui, ce qu'on regarde... Il y a des exceptions, j'entendais bien sûr la consommation aux US, on pourrait parler de Apple qui nous a donné un chiffre quand même assez impressionnant. C'est cette capacité, une fois encore, quelle que soit la météo sur les marchés financiers et la macro, d'adaptation des corporates qui, une fois encore, démontrent que, sauf s'il y a une tempête force 9 qui souffle dehors, quand il y a un petit peu de vent, elles savent tout de suite faire piloter les voiles pour passer à travers. Et ça, c'est quand même le grand message à retenir encore de ce Q1. Et on peut imaginer même que les dernières années de crises multiples, successives, polycrises, ont permis à ces entreprises de gagner encore en agilité. Clairement, j'ai envie de dire que malheureusement pour nous, depuis le Covid, et on peut même remonter un petit peu plus loin, la crise financière, les crises, c'est tous les 12-18 mois, il y a toujours un phénomène exogène, politique, macro, micro. Et donc, ça bouge beaucoup. Et donc, aujourd'hui, les managements et les entreprises sont prêtes à réagir tout de suite. D'ailleurs, pour être très clair, on l'a beaucoup dit sur ce plateau et ailleurs, et c'est même les chefs d'entreprise qui le disent. Encore, il y avait une grande conférence, Milken Conference aux États-Unis, en Californie. Toutes les boîtes présentes disent pas on veut pas de tarifs. Ils ont compris qu'il y aurait des tarifs. Fixer le niveau des tarifs, fixer les choses, qu'on puisse avancer et passer au sujet suivant de comment on s'adapte, justement. Comment vous regardez alors l'immédiateté de la rencontre là, Chine-États-Unis, première sans doute d'une série plus ou moins longue, Pierre-Olivier, et puis votre point étant de dire, c'est plus juste une guerre tarifaire, c'est une guerre de l'attractivité du capital qui est en train de se mener aujourd'hui dans le monde. Oui, tout à fait. Bon, pour ce week-end, moi je pense quand même qu'il a les moyens de surprendre. Hein. Il y a des thématiques comme le fentanyl, ils ont mis 20%. Enfin, on a des thématiques dans les tarifs qui ont été mis. N'oublions pas. Donc il y a des choses qui peuvent être enlevées assez facilement pour montrer un signe de bienveillance en disant voilà, les Chinois m'ont écouté, j'aurais décidé d'être vraiment gentil avec les Chinois. Enfin, on sait comment il parle, Trump. Voilà. Donc moi je pense que c'est ça qui est intéressant pour ce week-end, c'est qu'est-ce qui va être vraiment délivré. Après, sur les messages, ce qu'ils vont dire en coulisses, je pense que personne n'en a aucune idée. Le deuxième point, c'est que les Chinois ont quand même une position de force. À mon avis, importante. Parce qu'on voit très bien que les Américains se sont rendus compte qu'ils avaient fait une boulette en mettant des tarifs trop élevés, trop forts, trop vite. Parce qu'en fait, le problème si vous voulez, le problème des Américains, c'est un problème de production. Ils veulent produire chez eux. Voilà. Le problème en Chine aujourd'hui, c'est un problème de demande. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ne peuvent plus exporter. C'est le miroir, bien sûr. Mais ce n'est pas les mêmes enjeux, je dirais, d'un point de vue opérationnel. Pour faire, comme on l'a dit, si vous voulez produire, je sais pas, plus de voitures, des puces aux États-Unis, etc., il va falloir former plein d'ingénieurs, etc. Il ne suffit pas que mettre des tarifs. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Donc si c'est juste pour se planter un couteau dans le dos tout seul et dire aux entreprises, vous n'avez pas 3 ans, mais vous avez une semaine, ce qui est impossible, ça sert à rien. Donc je pense que maintenant ils sont passés en mode pragmatique. Moi je pense que, mon avis du coup sur les tarifs, c'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le temps que ça prend, il y a la dureté de la position chinoise avec les Américains de toute façon qui veulent, à mon avis, baisser les tarifs. Et donc dans ce cadre-là, je pense que les tarifs c'est un peu derrière nous à mon sens. Voilà. Ce qui est pas et derrière le temps joue pour la Chine là. Et je pense que le temps joue pour la Chine. Après, les Chinois aussi, l'autre point, c'est que je ne vois pas pourquoi les Chinois... ça va changer des dynamiques qui ont commencé avant cet épisode tarifaire,
qui sont, par exemple, les doutes sur est-ce que, par exemple, la tech sont encore des valeurs de croissance. On passe d'un régime quand même où on investissait dans des entreprises qui avaient zéro capex et qui avaient une demande exponentielle. Voilà. Aujourd'hui, on est avec des entreprises qui nous expliquent qu'ils vont devoir mettre des centaines de milliards sur la table pour développer des modèles dont, à la fin, c'est sûr, on se rend compte du potentiel, mais dont les Chinois nous expliquent qu'ils les mettent en open source, ils sont complètement interopérables, ce qui n'est pas le cas de tout l'écosystème. Oui, c'est plus le modèle de la plateformisation facile, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc déjà, par exemple, ça, c'est une question de fond qui reste et qui avait commencé un peu avant les tarifs. Et je pense que celle qui se rajoute aux tarifs, qui avait commencé d'ailleurs aussi, parce qu'on le voit bien à travers le cours de l'or, c'est l'achat massif des banques centrales et pas que de la Chine, mais on voit que les Chinois achètent énormément. C'est bien sûr, est-ce qu'aujourd'hui, si la Chine ne peut plus exporter ses produits, est-ce qu'elle a encore, pourquoi elle financerait les déficits américains? Voilà. Et les déficits sont monstrueux. Et d'ailleurs, les finances de moins en moins, de facto déjà. Oui, c'est sûr. Mais donc, du coup, la Chine se retire depuis des années. Ça, c'est une tendance là. Voilà, c'est une tendance qui est devant nous, et ça, c'est plus gênant, je pense, pour par exemple la valorisation à long terme des entreprises. Et c'est quoi le vrai PE dans un monde où le coût du capital est peut-être structurellement plus élevé? Où peut-être même le coût de la main-d'œuvre va être structurellement plus élevé, parce que la mondialisation, ça a été quand même quelque chose de fantastique pour les entreprises pendant 10 ou 20 ans. Alors pour moi, c'est un peu comme le Brexit. Oui. C'est le Brexit, au début, on s'est dit ça va être la catastrophe, etc. Finalement, ça n'a pas été longtemps la catastrophe, mais le pays est en train de le payer dans le temps. Voilà. Là, c'est un peu pareil, je pense que... On rentre peut-être dans un régime de valorisation structurellement moins élevé pour des secteurs cotés aujourd'hui sur des marchés boursiers. Ouais. En tout cas, il faut prendre en compte, je pense, l'impact à long terme sur les taux, sur le coût du capital, qui sera plus le même que ce qu'on a connu, surtout entre 2009 et jusqu'au Covid, où les taux étaient quand même extrêmement bas. Bon, encore une fois, le système avait commencé à réagir avec l'inflation, on a eu ce choc inflationniste post-Covid. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont commencé à se mettre en place avant. Et à mon avis, ça, c'est peut-être la bonne thématique pour essayer de comprendre le monde vers lequel on va. Bon, sur la boulette des tarifs, comme vous dites, ce qui est intéressant, c'est que Steven Mayran, qui est censé être le docteur de de ce grand plan, lui préconisait plutôt justement une approche graduelle, en disant il faut pouvoir monter de 2% les tarifs chaque mois, chaque trimestre, etc., jusqu'à ce que la partie adverse, effectivement, cède. Mais il y avait une approche, il recommandait en tout cas une approche beaucoup plus graduelle, qui n'est pas la méthode qui a été retenue le 2 avril dernier. Oui, je pense que Trump, il a un peu fait une Sarkozy. Voilà, il avait tous les pouvoirs, il est arrivé, il était euphorique et voilà, il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Je pense que... L'erreur de jeunesse, quoi. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment jeunesse, qui commence à être bien haché, mais je pense que oui, non, mais ça aurait été la meilleure approche en effet. Ah ouais, bon. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, est-ce qu'on est toujours dans l'idée que le marché américain, on l'évoquait déjà aussi un peu avec Laurent, on parle des valorisations structurelles qu'on peut attendre pour des marchés boursiers demain. Le marché américain, là, on l'évalue quoi toujours, ça se paye toujours une vingtaine de fois les bénéfices, c'est ça? Un peu plus. Ouais, mais d'accord. Donc c'est toujours pas le grand bargain, quoi. Non, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais revenir sur l'histoire des technos, et je trouve qu'on réagit pas assez sur les capex et rapporté à la croissance des revenus des entreprises américaines et notamment des GAFA. En réalité, on ne se rend pas compte de ça, mais les montants des capex sont tellement importants, un capex n'engendre pas, $1 de capex n'engendre pas $1 supplémentaire de revenus. La réalité, à part Nvidia, la réalité, c'est que l'ensemble des entreprises, des grosses entreprises américaines, celles qu'on connaît, aujourd'hui, elles dépensent en investissement finalement pour garder leur position. Ça veut dire qu'en termes de valorisation, et notamment si on est plutôt encore avec des taux élevés et une croissance économique qui diminue, c'est-à-dire que le potentiel de hausse sur ces entreprises sont quand même plutôt limités. Donc faire attention à ça. Sur le marché américain, quand vous payez grosso modo 25, 26, 27 fois, on est dans une moyenne très haute plutôt, et que vous avez cette problématique de croissance, avec demain peut-être une problématique de supply chain, parce qu'il va falloir remplacer quand même le technicien chinois, la supply chain chinoise, ça va compliquer quand même énormément les choses. Donc c'est pour ça que le message sur les techs américaines, après le rebond, le temps de mettre tout ça à plat, il va falloir quand même être assez prudent. Et finalement, le tournant du marché, c'est comme souvent, c'est Nvidia le 28. Pourquoi Nvidia? Ça fait 3 publications de suite, 3 publications au-dessus des attentes, et 3 baisses.
3 baisses. C'est-à-dire que le marché attend toujours plus. Il attend toujours plus. Et je suis assez impatient, honnêtement. On l'a vu sur Palantir cette semaine. Ouais, et Palantir, moins 12 ou moins 11 ou moins 12. Sur et vous avez vu l'interview d'ailleurs du patron de Palantir. Non. Je crois qu'il a dit le terme, on est en feu. C'est extraordinaire, on est en feu. Avec les chiffres qu'il a publiés, oui. Hein. Voilà, mais c'est une boîte qui a pris 500% en un an. Oui, mais c'est sur ces termes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché... On marche sur l'eau, quoi. On voit qu'il est... Et vous l'avez vu encore aujourd'hui sur des publications, il en veut énormément, mais plus qu'énormément. C'est-à-dire que Nvidia, avec un effet de surprise de 5-6% au-dessus du consensus sur les chiffres d'affaires, ça baisse. Ça baisse de 4, 5, 6, 7%. C'est à peu près la norme des 3 dernières publications de Nvidia. Donc sur les technos... Un point commun qui rassemble ces valeurs, c'est la part de détention du retail. Hein. Oui. Non mais Palantir, Nvidia, c'est les darlings du retail américain. C'est le côté moutonnier du marché aussi. C'est-à-dire que la hausse engendre la hausse, et notamment l'entraînement par ce qu'on a vu aussi, on peut le dire sur l'or aussi, en Asie, des choses comme ça, qui fait que c'est un des phénomènes auto-entretenus qui va générer de la volatilité future sur les marchés. Donc Nvidia, c'est vrai que les derniers rentrants sur Nvidia, ils en sont un peu de leur poche, puisqu'on a perdu 30% à peu près sur les points hauts. Sur Palantir, avec une hausse comme ça, que vous arrivez au dernier... Vous prenez un 12-13% sur des publications records. Donc ça devient effectivement assez complexe parce que le marché, n'oubliez pas, c'est hyper concentré. C'est-à-dire que les mains des particuliers, c'est concentré sur une dizaine de valeurs à travers le monde. Mais ça veut dire, là, on est en train de chercher les successeurs des GAFAM, etc. Enfin, le monde de la tech va continuer de produire des entreprises innovantes, de forte croissance, qui vont doubler de chiffre d'affaires tous les 5 ans, etc. Ça va continuer d'exister. Tout à fait. Mais j'avais donné ce terme pour Microsoft qui a sorti des résultats exceptionnels, honnêtement, et assez surprenant sur la partie cloud, entre autres, c'est que ces entreprises-là continuent à avoir la faveur finalement des investisseurs parce que ce sont des utilities. La réalité, c'est qu'il y a une part de récurrence des revenus qui est extrêmement forte. Et en plus, derrière, vous avez la cerise sur le gâteau qui est cette partie AI qui prend de l'ampleur et la partie cloud qui en prend de l'ampleur. Donc, je pense que le marché va se concentrer finalement sur ces entreprises avec une énorme récurrence de revenus, surtout dans un contexte d'incertitude comme on l'a actuellement. Ça va devenir des valeurs dividendes. C'est déjà les plus gros payeurs de dividendes au monde. Oui, mais ils sont en share buyback, ils sont déjà sur des montants stratosphériques. Apple, ça doit être 300, 400, 500 milliards de share buyback ces dernières années. Donc on sait très bien, ils distribuent peu, mais par contre, ça rachète énormément des titres sur le marché. Laurent, si vous avez des commentaires, bien sûr. Puis je veux bien revenir au point que vous faisiez tout à l'heure. Effectivement, enfin, à quelle vitesse est-ce qu'on va voir quand même l'impact des tarifs, mais de l'incertitude, de la volatilité générée par cette conduite un peu erratique de politique économique aux États-Unis. Quand est-ce qu'on va voir ça se matérialiser au-delà des discours des entreprises, dans des chiffres durs, ce que vous disiez, et à quelle vitesse ça se traduit, et qu'est-ce que ça implique pour une banque centrale comme la Fed, parlons-en, puisque c'est le jour d'en parler. Alors la vitesse de transmission à l'économie réelle, elle est plus ou moins rapide. Mais j'ai envie de dire que quand on écoute le discours des entreprises, beaucoup nous ont dit quand même que le premier trimestre, c'était le vent dans le dos janvier-février, et qu'à partir du mois de mars, il y a eu dès mars, il y a eu une espèce de poche d'air. Plus personne ne communique ou il donne une espèce de commentaire qualitatif sur ce qui s'est passé sur le début du Q2. Je crois que le rendez-vous va nous permettre d'avoir certainement un été animé. Ce sera les publications semestrielles. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés qui ne donnent plus de guidance annuelle. Et je pense que ce point de passage intermédiaire de mi-année qu'on aura à partir de mai-juillet jusqu'à début août, puis fin août pour ceux qui sont un petit peu en retard dans leur capacité à consolider leur compte, ou qui vont plus doucement parce qu'ils veulent avoir un été reposant. C'est Nvidia qui publie le plus tard, généralement, dans les grandes valeurs US. En revanche, quand on commence à regarder les indicateurs macro un peu avancés, c'est-à-dire les enquêtes de Fed régionales, on voit que ça décroche, la confiance des consommateurs décroche. Donc clairement, aujourd'hui, le signal, c'est qu'aux États-Unis, il y a un prolongement de ce trou d'air. Cette incertitude géopolitique des tarifs se traduit dans une prolongation. Donc le premier semestre, il va être un exercice difficile pour les entreprises. Alors si entre les deux, on arrive à avoir certains accords ou de nombreux accords avec l'Inde, peut-être l'Europe, peut-être encore moins, mais sait-on jamais, avec la Chine, à ce moment-là, le marché est capable de passer à travers, entre guillemets, cette vallée et de se dire « Ah ouais, mais le deuxième semestre sera bon, l'année sera potentiellement bien meilleure, réaccélération, j'achète, c'est des nouvelles passées. » Voilà. Mais clairement, la séquence des publications du Q1 a été satisfaisante. Il n'y a pas eu trop de warning. Globalement,
les marchés sont revenus sur des points assez hauts en Europe et acceptables aux États-Unis, avec des valorisations qui sont quand même pas cadeaux. Attention à la séquence de publication du premier semestre, clairement. Et dans le débat, j'aimais bien ce que tout à l'heure vous disait Pierre-Olivier sur le sujet des valorisations. Et je suis assez d'accord. Je pense que la Chine a, entre guillemets, des cartes maîtresses aujourd'hui dans ses manches qu'elle n'avait pas il y a quelques années, parce qu'elle a réorganisé aussi un petit peu son économie. Je prendrai peut-être 2-3 sujets très rapides. L'indépendance énergétique, on importait beaucoup avant. Aujourd'hui, ils ont 5 ans ou 6 ans d'avance sur le déploiement green tech qu'ils avaient prévu. Donc, ils ont une indépendance importante. Aujourd'hui, ils n'importent que 16% de leur consommation énergétique. Ça veut dire que le prix du pétrole, du gaz, du LNG, c'est important, mais ce n'est pas un facteur qui va disloquer leur économie. Sur la partie alimentaire, ils étaient beaucoup plus dépendants précédemment. Aujourd'hui, on n'est que sur 21%. Donc, il y a une certaine indépendance aussi. Et puis, alors après, si on discute de la durée du mandat du président, il y a une durée à date illimitée, et puis il y en a un qui a une durée à date limitée. Il nous l'a rappelé d'ailleurs dans une communication il n'y a pas longtemps. Et donc, dans la partie de poker, il y en a un qui peut jouer plus longtemps, et puis qui s'est probablement organisé, parce que c'est pas nouveau. Trump a tapé le premier, l'administration Biden a continué, donc elle a amplifié le mouvement anti-Chine, protectionnisme, impact. Et donc, il se doutait bien que de toute façon, la nouvelle administration, que ce soit Kamala Harris et les démocrates, elle avait ce même discours. Ça a été Trump, ça a été le même discours. Donc, ils avaient préparé, entre guillemets, leur protection. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils ont un peu plus de munitions. Bien évidemment que les annonces, elles ont été brutales, violentes, elles ont voulu choquer. Mais à la fin, quand vous êtes capable de résister dans le bluff, vous avez certainement la capacité de gagner la partie. Ouais. L'alimentation, très important, parce que moi je me souviens de la première guerre commerciale. La Chine avait déjà bloqué son marché pour les exportations de soja américain, par exemple, à tel point qu'il a fallu dépenser, j'ai en tête le chiffre de 200 milliards. Plan de soutien aux farmers pour compenser les pertes et le nombre de faillites qui a explosé dans le secteur agricole américain. Là, on est parti peut-être pour la même histoire. Il va falloir remettre en place des plans de soutien pour les fermiers américains qui se verront sans doute fermer le marché chinois en cas d'escalade trop prononcée. Sur la séquence macro, qu'est-ce que vous voyez arriver le premier en termes de dommages pour l'économie américaine? Est-ce que c'est d'abord le marché du travail qui calanche? Est-ce que c'est d'abord un premier choc de prix ou inflationniste? Je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez. Important pour la Fed, j'imagine, dans la séquence. Oui, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'effets qui jouent en même temps. Non, mais je pense qu'on est... C'est pas évident. Après, le marché, il nous dit quoi? C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le marché, il nous dit c'est cet été. Voilà, que la Fed va commencer à baisser en juillet parce que cet été, on va avoir les impacts, ce qui est assez logique. C'est-à-dire que le potentiel de récession, il est quand même là, présent aujourd'hui, quoi. Moi, alors sur la récession, c'est un peu la même question. C'est compliqué. Là aussi, moi, je pense d'abord, il n'y a pas de problème sur les ménages. Les enquêtes des ménages sont très mauvaises. C'est quand on regarde notamment, par exemple, aux États-Unis, où c'est là où les enquêtes ont le plus chuté, il y a quand même un biais politique extrêmement fort. Bien sûr. Donc, il ne faut pas non plus trop surinterpréter ça. Pour avoir travaillé à l'INSEE, je sais que par exemple l'indicateur de confiance des ménages, il y a une corrélation très faible avec la consommation. Il faut vraiment s'en méfier. Ouais. Et les ménages bénéficient quand même. Alors, peut-être moins aux États-Unis. Ils ont des problèmes de coûts de financement, voilà. Mais bon, le prix du pétrole a beaucoup baissé. L'expansion budgétaire continue aux États-Unis, donc le déficit public augmente malgré le Doge, etc. En fait, ils sont en train d'augmenter plutôt le déficit public. C'est ce qu'on voit sur les données, en tout cas mensuelles, qu'on peut observer jusqu'à avril, jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de grosses contraintes sur les ménages. Après, le point qui est plus gênant, c'est en effet l'investissement des entreprises. Donc là, ou l'investissement de manière générale, puisque par contre là, ça chute dans le public, ça chute dans l'immobilier, ça continue, les permis de construire continuent de baisser aux États-Unis. Et puis bien sûr, pour les entreprises, ça a été bien dit, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui veut faire des plans sur la comète. Il faut peut-être attendre 2-3 mois, déjà que la situation soit peut-être un peu plus apaisée. Je ne sais pas si elle le sera complètement, mais en tout cas, on peut se projeter peut-être dans 2-3 mois dans une situation un peu meilleure. Voilà, donc je pense que l'investissement, lui, il est en train de chuter assez fortement. Mais encore une fois, si c'est juste une récession entre guillemets technique ou un gros ralentissement, c'est pas ça qui va intéresser les marchés. Voilà. Après, par contre, si la guerre commerciale, ça se réintensifie, puis qu'on s'aperçoit que finalement tout ça, c'était juste un épisode dans un cycle un peu plus long, parce que pour faire les accords commerciaux, on sait aussi que ça prend beaucoup de temps. Tout dépend de la nature des deals qu'on veut faire. Est-ce que c'est juste un truc, un mémorandum qu'on signe comme ça à la va-vite, ou est-ce que c'est un vrai accord de libre-échange, auquel cas, effectivement, ça passe devant le Congrès, ça prend du temps, etc.
Voilà, et puis on peut avoir aussi, c'est assez classique dans les négociations, la panique de l'avant-dernier jour, où on remet sur la table en disant moi je signerai jamais cet accord-là, et puis finalement le lendemain tout le monde s'embrasse. Donc il va y avoir encore des événements qui font que je pense que la poursuite de l'incertitude, ça c'est un élément quand même à avoir pour comprendre la profondeur en quelque sorte du ralentissement et des dommages. Mais après, aujourd'hui, je pense que, bien malin qu'il le sait à l'avance, je pense que le marché a mis un scénario probable en moyenne, voilà, il est assez cohérent. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de dire exactement quels vont être les dégâts. Voilà. Et voilà. Donc là, et après, il y a aussi une deuxième question qui est un peu sous-jacente, c'est qu'est-ce qui se passe en dehors des États-Unis. Alors bon, il y a la Chine à part, mais par exemple pour l'Europe, l'Europe, le travail est plutôt bien fait. On voit même que pour le coup, l'immobilier repart. On le voit en Allemagne, ça repart parce que la Banque centrale baisse les taux, contrairement aux États-Unis. Donc, on va continuer. Oui, je pense qu'ils vont continuer. Après, ils vont le faire plus ou moins lentement. Mais je crois que je l'avais dit la dernière fois. Je trouve qu'on a tendance parfois à dire la Fed fait des choses fantastiques et la BCE n'est pas toujours très bonne. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ça fait déjà un certain temps que la BCE donne des... on voit où elle va. Elle ira plus ou moins vite, mais c'est clair. Bon, Powell, il change d'idée tous les 6 mois, donc on ne sait plus trop où il va lui. Donc, il y a plus de visibilité en Europe, en fait, paradoxalement, sur l'aspect financier. La baisse des prix du pétrole, c'est très bon pour nous aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, la baisse du coût de l'énergie, on a eu le contre-coup. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est... alors, nous, on est moins dans une... Il y a quand même la séquence budgétaire avec les Allemands, même si Merz a eu un peu plus de difficultés. Bon, il aura sans doute plus de difficultés à mettre en place de nouvelles choses, peut-être, des régulations, etc. Mais il pourra délivrer quand même ce qu'il a signé dans la coalition. Etc. Donc normalement, ça devrait quand même se passer. C'est un problème d'exécution. Et en tout cas, je dirais en relatif, en termes de perception, c'est le contraire des États-Unis qui ont eu des déficits monstrueux les dernières années, qui ont fait que la demande était là pour tout le monde. Voilà, nous, on parle d'une situation où il y a eu des efforts qui ont été faits. Bon, pas trop en France, mais bon, nous, on a le biais français. Mais si on regarde justement autour, c'est une situation considérablement incertaine. Toutes les périphériques sont en surplus primaire aujourd'hui. Voilà, il y a encore le Next Generation EU, il y a encore des crédits à dépenser. Donc voilà, donc l'environnement est plus résilient. Go sur l'Europe, quoi. Oui, alors après, il y a la manière dont on le joue, parce que, par exemple, les entreprises européennes, parfois, sont très exposées au marché américain. Donc après, il faut réfléchir. Mais par contre, oui, il y a quand même une situation, on peut sur le plan macro, il y a un alignement quand même intéressant pour l'investisseur. Si on n'a pas de gros chocs nouveaux, que ce soit prix du pétrole, un choc financier, etc., je pense qu'en relatif, c'est plutôt bien. L'Europe ou le reste du monde, Chine aussi. D'accord avec ce schéma de marché. En relatif, le reste du monde va continuer de mieux faire que les États-Unis, là, pendant un temps encore. Sauf si on parle de risque déflationniste en Europe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui montrent quand même qu'on a un ralentissement des prix. Bon, on a des petits signaux. En Suisse, ils vont rebasculer en taux négatif, directeur. Je parle des taux de banque centrale. Il va naviguer dans ce contexte-là, mais c'est vrai qu'en termes de taux réels, si vous avez une inflation qui ralentit fortement, on a vraiment de la marge pour réduire encore les taux. Donc c'est un super support pour les marchés européens. Et je vais rebondir sur ce qui a été dit sur la Chine, parce que la Chine, en vérité, fait énormément de choses. Alors, sur quel plan ? Officiel et non officiel, que ce soit monétaire, sur de la relance. Vous avez vu que, par exemple, ils ont arrêté la publication de plein d'indicateurs économiques. C'est-à-dire lesquels qui publient encore, parce qu'ils en publient tellement moins qu'avant déjà. Il y a une dizaine. En gros, la réalité, c'est que je pense aujourd'hui, personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe en Chine. C'est la boîte noire. C'est la boîte noire. Et ça donne aussi un avantage considérable dans les négociations. C'est que là, on arrive sur un pays, on ne sait plus très bien où ils en sont parce qu'ils ont supprimé toutes les indications, même le trafic, vous ne l'avez plus, le trafic autoroutier, vous ne l'avez plus. Les décès, vous avez... On avait un pic de données publiées à l'arrivée de Xi Jinping et depuis, ça n'a cessé de s'effondrer. Et là, si vous voulez, de toute façon, c'est des joueurs d'échecs, les Chinois. C'est des échecs de Go. De Go est beaucoup plus compliqué, d'ailleurs. L'AI n'arrive même pas aujourd'hui à jouer au Go parce que tellement c'est compliqué. Il n'y avait pas un qui s'était fait battre par un ordinateur de Microsoft. C'est ça, qui avait battu le joueur de Go. Parce que les joueurs d'échecs, c'est plié facile, mais le joueur de Go, il avait été battu. Bon, bref. Non, mais les Chinois arrivent quand même avec énormément d'armes parce qu'effectivement, c'était le patron de ASML qui avait raconté ça. Il dit mais interdisez de vendre des machines ASML aux Chinois, mais dans 2-3 ans, ils les auront et les fabriqueront. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ont adapté et réadaptent. On a vu sur l'automobile, tout électrique, aller en Chine, mais en Chine c'est incroyable, ça fait 10 ans qu'ils sont déjà aux scooters électriques, partout, les véhicules électriques c'est la même chose. Donc vous faites des normes, et plus vous faites de normes, et plus vous empêchez les Chinois, plus ils mettent énormément de moyens à s'adapter et à devenir plus compétitifs qu'avant. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir le marché européen qui va
inondé de produits chinois dans les prochains mois, puisqu'il n'y a plus de débouchés américains, donc très déflationniste aussi. L'économie s'est restructurée avec une consommation intérieure qui est de plus en plus importante, avec des plans de relance. Donc la Chine, aujourd'hui, dans ces négociations, je trouve, ne dévoile pas son jeu. Alors que l'investisseur en profite en achetant des actions chinoises aujourd'hui. Le Hang Seng, il doit être à plus 12, plus 13, je crois, depuis le début de l'année. On a toutes les publications des grosses entreprises chinoises là, qui arrivent dans cette séquence, donc on va voir ce que ça donne. Donc ça redevient investissable. Pour moi, ça l'était. On avait déjà parlé de ça, notamment au Nouvel An. Depuis le Nouvel An chinois, oui, je considère que le pays est tout à fait investissable. Bon. Sur la logique d'investissement dans ce contexte. Le schéma reste du monde versus US, le reste du monde peut continuer de surperformer encore un temps le marché américain. Oui, je partage cette analyse. Alors, je mettrai une réserve sur la Chine parce qu'investir dans une boîte d'art, c'est compliqué. Notre métier, c'est d'investir sur des choses rationnelles et tangibles et pas sur une spéculation qu'on ne maîtrise pas. Donc, nous, on fait sans la Chine aujourd'hui et on considère que c'est non investissable, où on peut jouer en dérivés secondes avec quelques sociétés, mais c'est des raccourcis sur lesquels on n'aurait pas envie d'aller. En revanche, oui, l'Europe, clairement, elle est, en termes de flux, si on regarde sur les 5 dernières années, elle a connu une décollecte massive. L'Europe donc, aussi a été considérée comme non investissable par des investisseurs. Bien sûr, mais les banques américaines commencent à dire qu'aujourd'hui, il faut neutraliser la pondération européenne. Les plus grandes banques privées ont ce message. Ça veut dire qu'il y a un flux qui est devant nous encore. Il a commencé depuis un gros trimestre. J'ai envie de dire que dans la fête, il y a un absent, entre guillemets. Alors après, on peut regarder par pays et vous allez me dire oui, mais il y en a qui fonctionnent et j'ai bien dans l'idée qui a fonctionné. Mais peut-être qu'à un moment, il peut y avoir un temps, parce que c'est très domestique et cette reprise, elle va être domestique, un temps pour les mid et small cap européennes qui sont un parent pauvre, j'ai envie de dire, des performances depuis longtemps, avec des décotes historiques, etc. Peut-être que ça deviendrait intéressant d'être plus curieux sur cet univers pour chacun des investisseurs qui le souhaitent, d'aller creuser des stratégies autour de certaines mid-cap ou de valeurs plus domestiques. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme argument à la liste des arguments qu'on a déjà énoncés en faveur de cette classe d'actifs ? Est-ce que, par exemple, l'aspect tarifaire, c'est le fait d'être plus local, plus domestique, plus petit en relatif, c'est bon d'avoir des mid et small par rapport à des large caps plus globales, mondialisées, avec des produits qui franchissent les frontières tous les jours ? À terme, oui. À court terme, on sent bien que la première manœuvre des investisseurs internationaux, quand ils se repondèrent, c'est d'abord d'acheter des indices, soit passifs, soit d'acheter des large caps et d'être un peu actifs. Donc ce n'est pas encore le moment. En revanche, je pense que entre l'impact minime des tarifs et des droits douaniers, la Banque centrale, qui est un facteur de redressement de l'économie progressif, ou en tout cas de libération du capital avec de la liquidité, et logiquement, à un moment ou à un autre, une inflexion économique qui devrait se traduire par un redressement des indicateurs avancés comme les PMI, et à un moment ou à un autre, probablement la croissance. Il faudra savoir attraper ces mid-cap, probablement après l'été. À la rentrée, on a encore un peu de temps. Je n'ai pas un message ultra positif, mais dans la partie, il y a un joueur qui est un peu absent, qui mériterait d'être zoomé à un moment ou à un autre. Peut-être Toto, mais il ne faut pas l'oublier parce que ça fait trop longtemps qu'on les a oubliés. C'est une séquence qu'on doit pouvoir voir à un moment dans le mécanisme, logiquement, cette séquence devrait arriver à un moment. Bon, en termes de tendance de marché, là, qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce qui vous paraît être intéressant justement à... Moi, je pense que ce qu'il faut surveiller sur l'Europe, c'est quand même l'euro aussi. Alors, plus moins pour les small caps et plus pour les grandes boîtes. Voilà, parce que... Donc le risque de poursuite de la réappréciation de l'euro contre le dollar. Ça a été quand même aussi un des arguments qui a un peu, au début, initié un peu le rating de l'Europe. Donc là, je pense qu'il faut faire un peu attention. On arrive à un moment où toute hausse supplémentaire de l'euro deviendrait moins positive pour en tout cas, le marché. ça va inévitablement, en tout cas, baisser les profits faits à l'étranger par les boîtes européennes. Ça sera mécanique, voilà. Donc après, là, par contre, moi, je suis un peu plus positif sur la déflation. Je pense qu'on peut avoir une inflation faible, mais je pense que évidemment, il y a aussi la thématique chinoise qui va essayer de pousser ces produits à l'étranger. Oui. Mais les taux réels baissent beaucoup. Voilà. Baissent beaucoup. Ça, je trouve ça très très bien. Et il y a un deuxième aussi aspect qui... très très bien, oui. Les taux réels s'ajustent au potentiel de l'économie européenne. Oui, c'est bien. C'est toujours mieux d'avoir des taux réels bas quand on a 0,3%. Oui, voilà, c'est ça. C'est mon point. Des taux réels à 2 ou 3%, ça c'est sûr. Ça ne dérange pas d'avoir des taux réels. Non, mais on voit aussi que le crédit est reparti. Les banques avaient bien performé là-dessus aussi. Enfin, on voit que le crédit sur les données dures repart. Voilà, donc je suis un peu moins inquiet de ce point de vue-là, mais je comprends aussi que, par contre, je ne sais pas si c'est plus... Là, je fais un peu du fine-tuning, mais c'est peut-être le mot de déflation. Mais par contre, je comprends qu'il peut y avoir une inflation plus faible.
donc avec tout ce qui est l'argument de la Chine. Risque déflationniste ou une pression désinflationniste trop forte qui nous ramènerait peut-être un peu trop en arrière. Il y a peut-être un dernier point d'ailleurs, et ça donne du temps à des pays comme la France aussi, qui budgétairement sont dans une situation difficile. Si on avait des taux longs qui montaient, ça serait très compliqué. Bien sûr. Et puis tout le monde ne fait pas d'austérité en même temps. Je ne dis pas qu'on va faire du très bon travail, mais en tout cas, ça nous donne un peu plus de temps. Ça nous fait respirer. Oui. Le marché est gentil avec nous. L'Allemagne va relancer, les pays périphériques ont assaini leurs finances publiques, c'est bien, on n'est pas obligé de tous faire le travail. Après, structurellement, il va falloir savoir quel modèle on veut avoir et ce qu'on produit. Ça serait une autre question, mais c'est très macro. On va y réfléchir pendant ça sera pour les le jours prochain. qui viennent. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Olivier, merci à vous trois, Pierre-Olivier Beffy, Boussard et Gavaudan, Laurent Dédier, Autingre Banque Privée et Frédéric Rosier. Mirabeau étaient les invités de Planète Marché ce soir.